Ça va commencer dans quelques petites secondes. Ça y est, ça se lance. Et je crois que c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Les aléas du direct, quand ça ne fonctionne pas. Quand ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Eh ben, je me suis dit, comme je sais que j'ai ce magnétisme sur les appareils, depuis toujours, on m'a toujours dit, ah, quand il y a un souci, on m'appelait Marie. Et du coup, je me suis dit, juste, tu vas imaginer que tout fonctionne. Et je me suis mis, je fais, tout fonctionne. Et d'un coup, c'est apparu. C'est marrant. C'est incroyable. Des fois, je me surprends moi-même. Alors, eh bien, bienvenue Hélène. Je suis ravie, ravie. Merci la vie de t'accueillir et de nous être rencontrés. Et donc, eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de te mettre en valeur, comme toi aussi, tu m'as donné la possibilité. Merci pour ça, vraiment, merci du fond du cœur. Tu es magnifique aujourd'hui, en plus. Donc, c'est super. Eh bien, de partager ton histoire. Salut Jean-Michel, j'espère que tu vas bien. Donc, au travers de ce groupe, La Voix du Cœur, montrer en fait que nous parcourons tous un chemin de vie avec des expériences qui sont uniques en son genre parce que chacun a sa propre histoire, sa propre vie, son propre monde, mais qu'au final, peut-être que on finit tous par arriver au même endroit. Bonjour Patricia. Et donc, cet endroit, eh bien, justement, c'est ce que j'appelle la voie du cœur. On revient à la voie du centre, au centre de soi. Et peu importe, en fait, par quel chemin on prend, il y en a des plus faciles, des plus difficiles. Voilà, chacun va prendre un peu le chemin qui lui est juste et parfait, je dirais, pour cette vie. Et en tout cas, c'est peut-être des croyances, mais c'est intéressant de voir que au travers des expériences de chacun, eh bien, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce que ça nous a permis d'être aujourd'hui. Je pense que c'est le plus important pour que tout le monde se dise, ben voilà, mais moi aussi, en fait, j'ai une vie, et j'ai une vie héroïque, peu importe la manière dont ça s'est passé. On a tous un parcours du héros, comme je dis toujours. Et, euh, et donc, ben justement, Hélène, moi c'est bon, ils me connaissent, mais toi, qui es-tu? T'en Déjà, prie. je te remercie, Marie-Christine, de me donner la parole aujourd'hui, malgré les petits problèmes techniques que l'on a eus. C'est très gentil à toi de m'accueillir et de me permettre justement de pouvoir parler. Je te vois plus, c'est normal? Oui, alors D'accord. je coupe la caméra comme ça sur Zoom, enfin sur Facebook, on te Ok, voit en entière. On ne voit que d'accord. toi. Ça joue. Du coup, donc merci de me donner la parole comme je fais depuis 267 jours maintenant sur mon compte perso, enfin mon compte pro, mais Insta, où je permets justement à des femmes comme toi de s'ouvrir au monde et de partager leur expérience. Du coup, aujourd'hui, qui je suis? C'est la grande question que je commence toujours par poser en plus, et c'est pas une question simple. Je suis une femme qui est sur son chemin d'évolution, qui a eu vécu des épreuves difficiles et qui, grâce à ces épreuves difficiles, s'est trouvé une voie. Je parlais de voie parce que du coup, bah, ton cœur, c'est quand même la voie du cœur. Et ça me parle beaucoup parce que bah, ce chemin, je l'ai trouvé grâce à ces épreuves difficiles que j'ai vécues. Euh, donc, je suis maman d'un petit garçon, j'habite en Suisse et depuis quelques années maintenant, je me suis reconvertie en tant que coach, coach de vie. Euh, et en fait, cette reconversion a été une thérapie pour moi, en plus d'un nouveau métier finalement, puisque je m'en suis servie de tous mes apprentissages justement pour guérir d'un cancer. Voilà. Que tu veux que je dise plus ou j'attends? Non, mais c'est génial. Excuse-moi, c'est juste que des fois, je sais pas si c'est un moment de silence ou pas. Euh, oui. Alors justement, je sais à quel point c'est pas simple de parler de soi, hein, et que souvent on a tendance à mettre les autres en avant. Et c'est pour ça justement j'avais rebondi sur cette expérience pour toi, parce qu'on est aussi dans une expérience aujourd'hui, c'est une expérience de l'interview, et que quand on interviewe les autres, c'est toujours plus facile.
Et quand on se retrouve face au fait d'être interviewé, c'est pas toujours évident. Donc merci d'être cool avec Hélène pour cette expérience que tu vis, même si je pense que c'est pas la première fois. Mais au début, on a toujours des petites sueurs qui arrivent le temps Non, d'être parfaitement à l'aise. tu sais, ce qui m'a surpris, c'est de ne plus te voir d'un coup. J'étais là, ah, ok, je parle à qui là? Je m'adresse à qui? Ah, j'aime Et bien le oui, contact et tu visuel. parles, c'est toujours, tu sais, c'est toujours moi j'ai toujours, l'expérience, c'est toujours une très grande conversation avec soi-même. C'est juste que les autres nous renvoient un petit peu ce que parfois on a difficulté à voir. Donc c'est l'occasion de se retrouver face à soi-même. C'est génial, j'adore. Merci Patricia, a dit c'est parfait avec des roses, c'est mignon. Alors, qui es-tu? Et maintenant, j'aimerais découvrir justement cette voie, ce parcours. Parce que tu as un parcours très riche quand même. Hein. Tu es passé par différents niveaux, que ce soit dans l'enfance, ensuite entrepreneurial, ensuite, comme tu l'as dit, hein, ce coaching qui t'a permis finalement de franchir cette étape du cancer. Et j'aimerais en savoir plus sur ce parcours, donc ce cheminement, cette voie depuis ton enfance. C'est OK pour partager cela avec cette communauté qui est la mienne. Bien sûr. Tout d'abord, moi, je suis née en France, donc je suis juste née en France car je n'y ai jamais habité. J'ai grandi dans plusieurs pays, puisque quand j'étais petite, mes parents, ils étaient expats, donc je suis partie à l'âge de 4 ans. Donc, ouais, quand je suis née, je suis partie habiter en Afrique, mais à l'âge de 4 ans, ils se sont installés en Espagne. Et donc, j'ai grandi en Espagne. Donc, j'ai ce côté où j'ai toujours eu une difficulté identitaire, puisque en Espagne, je n'étais pas espagnole. Euh, Quand je retournais en France, je me sentais pas française. Maintenant, j'habite en Suisse et je dois avouer qu'au début, je me sentais pas non plus à ma place. Donc, j'ai toujours eu, tu vois, un petit côté mince, une petite crise identitaire. Je suis qui? Donc, j'ai pris l'habitude de dire je suis une citoyenne du monde. Voilà. Et dans ce parcours, voilà, un parcours scolaire, j'ai envie de dire lambda. Hein. J'ai fait des études, enfin j'ai étudié en Espagne, j'ai eu un diplôme de gestion d'entreprise en Espagne. J'ai commencé à diriger une succursale de l'entreprise familiale dans une ville en Espagne, puisque le siège était à Barcelone, puis moi j'ai été envoyée à Madrid. Donc plusieurs années dans cette succursale. On a vécu des difficultés très importantes puisqu'il y a eu en 2008 une crise espagnole assez forte et importante. Et donc j'ai vécu, c'était finalement mon premier parcours entrepreneurial dans la société familiale, mais je suis arrivée, on va dire, dans un moment très difficile puisque voilà, en 2008, il y avait 120 employés. 2010, nous étions 64. 2012, nous étions 34. Voilà. Donc, il y a eu vraiment un gros déclin à ce niveau-là. Il a fallu gérer tout ça. Il a fallu gérer des équipes qui étaient de moins en moins satisfaites parce que tout le monde avait peur hein, de ce qui allait arriver en Espagne. Il a fallu gérer une liquidation judiciaire. Il a fallu gérer une réouverture d'entreprise et tout reconstruire de zéro avec mes parents. Et en 2014, je dis stop à tout ça et grâce à mon mari finalement, qui lui, pendant un moment, il a travaillé avec nous aussi, euh, il a décidé de tout quitter aussi, de venir s'installer en Suisse. Donc moi, forcément, je n'allais pas rester en Espagne et lui en Suisse. Donc je quitte également ce travail avec ma famille. Donc, première décision importante dans ma vie d'entrepreneur, puisque j'avais quand même la facilité et la chance d'avoir un job, d'avoir un emploi, d'avoir une stabilité, d'avoir plein de confort et tout ce qui s'ensuit quand voilà, on est la fille du patron et puis qu'en plus, voilà, on est entre guillemets prédestiné à récupérer cette société. Euh, donc, je plaque tout et je viens m'installer en Suisse avec zéro ami, zéro famille, zéro connaissance du marché. Et il faut savoir que le marché suisse est complètement différent au marché espagnol. Je ne peux pas le comparer au marché français puisque je n'ai jamais travaillé en France, mais en tout cas, entre l'Espagne et la Suisse, il y a vraiment un énorme gap. Et
Là, je repars de zéro. Donc, en Suisse, personne ne me connaît, je suis personne, je suis rien, je suis même pas suissesse. Faut savoir qu'il y a quand même, il y a quand même des grosses mésentente entre voilà, les Français, les Suisses, parce que bah, historiquement parlant, le Français vient travailler en France pour piquer le travail, il retourne vivre en France. Enfin, bon, il y a beaucoup d'histoires avec les frontaliers. Nous n'étions pas frontaliers, nous habitions sur place. Donc, je dois me faire ce petit trou professionnel, on va dire. Et là, je décroche mon premier job. Donc, je recommence à zéro. Je trouve un travail dans le recyclage, donc un métier que je découvre, que je ne connais pas. Tout se passe très, très, très bien. Au bout de 2 ans, je tombe enceinte. J'ai mon enfant, mon seul et unique enfant. J'allais dire mon premier et pour l'instant l'unique. Et, euh, et pendant mon congé maternité, vu que j'ai quand même une âme entrepreneuse, bah, je continue à travailler, hein. J'ai des clients, j'ai un lien avec mes clients très, très riche et très fort. Donc, même si je suis en congé mat, moi, j'ai toujours ce lien. Je travaille pour eux, je fais du boulot pour eux. Et un peu avant de reprendre le travail, le siège à Genève me convoque. Donc, c'était à 1 heure et demie de chez moi, puisque je travaillais sur un autre canton. Et là, je me dis, bah, tiens, c'est l'occasion d'aller avec mon fils leur présenter le petit, puisqu'ils ne le connaissaient pas. Et là, j'arrive et c'est la douche froide, puisque je suis licenciée avec mon fils dans les bras. Donc, une grosse claque, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je travaillais même pendant mon congé mat. Voilà, il y a tout mon monde qui s'effondre d'un coup parce que je ne comprends pas la situation. J'avais émis la possibilité de demander un 80% à ma reprise après mon congé mat, mais j'avais dit, mais si c'est pas possible, c'est OK. Moi, je suis OK de travailler 100%. J'ai toujours vu mes parents travailler à 100%. Pour moi, c'était pas un problème. Et là, je suis licenciée. Puis quand mon directeur général me licencie, il me dit, mais comme ça, tu l'auras ton 80% au chômage. Voilà, là, c'est un peu violent quand même de se faire licencier comme ça. Pour la petite histoire, pendant que j'étais en congé mat, l'entreprise avait racheté une entreprise beaucoup plus grande et on s'est retrouvé à doublon sur mon poste en fait. Et puis, comme l'autre personne était un homme et que j'étais une femme qui venait d'avoir un enfant, bah voilà, c'est sur moi que c'est tombé. Et là, enfin, je vous vois pas, mais j'imagine que les gens se disent, mais c'est pas légal. Comment ça? Ben, en fait, si en Suisse, il y a beaucoup plus de droits pour les employeurs que les employés. Oui, Et en oui, plus de ça, en Suisse, on peut se licencier quand on veut. et Il n'y a pas quasiment, ouais, quasiment tout le Oui, temps. les contrats enfin, c'est pas des contrats, quoi. Voilà, c'est une formalité. Si tu travailles bien, tu restes. Si Ouais. demain tu as un problème, tu t'en vas. Il Il y n'y a a une pas de pitié liberté, pour en les tout cas, croissants. voilà, il n'y a pas de protection. On va dire ça comme Non, ça. il y en a très Mais peu. du coup, il y a du libre emploi. Il y a aussi. Parce Ouais, et puis que c'est vrai que ça circule mieux, hein, pour le coup. ça circule plus facilement, ouais. Ça circule plus facilement. Donc voilà, et puis bah, pour la petite histoire, j'étais pas vraiment. En fait, j'avais mon congé mat, j'avais pris 2 mois sans solde, et ensuite j'avais encore 10 jours de vacances. En fait, on m'a licenciée pendant mes 10 jours de vacances. Donc techniquement parlant, j'étais plus en congé mat, j'étais vraiment sur mes 10 jours de vacances. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Euh, et donc, bon, bah, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je viens d'avoir un enfant. Je voyais bien que le travail, en plus, je me réjouissais de reprendre, en fait. Donc, je décide de trouver un autre job. Et donc, euh, mon contrat s'arrêtait au 31 juillet. Au 1er août, j'avais 2 emplois. Donc ils m'ont prévenu un peu à l'avance, hein, un peu avant le 31 juillet quand même, mais j'ai eu le temps de me retourner et de trouver 2 nouveaux jobs. Pourquoi deux? Parce que les deux sociétés, en fait, cherchaient une personne, mais à un 60%. Et puis moi, je voulais un 80. Donc, je me suis dit, OK, je les ai fait descendre à 50. J'arrivais pas à me décider sur les deux. Donc, j'ai dit, je vais vous prendre toutes les deux pendant quelques mois, puis je regarde quoi, laquelle me plaira le plus, ou si je garde ce rythme. Donc, pendant quasiment 9 mois, j'ai travaillé sur 2 sociétés à cheval, une à côté de la maison, à côté de la crèche, un métier que je connaissais, un train-train, une routine, voilà. Et puis l'autre, à 1 heure de route de la maison,
dans un domaine complètement nouveau, puisque c'était diriger une start-up, enfin même pas la diriger, c'était vraiment la développer. Donc, il y avait tout qui était à faire. On m'a donné un ordinateur vide, mais vraiment vide, sans même pas un Excel de fait. Et on m'a dit, tiens, vas-y, développe. Donc, c'était passionnant, en fait. J'ai trouvé le challenge absolument passionnant. Il y avait tout qui était à construire, il y avait les produits à aller chercher, il y avait les clients à aller chercher, il y avait le marketing à mettre en place. Puis ensuite, par la suite, donc j'avais ces 200 entreprises et puis au bout de 9 mois, je me dis, OK, j'arrive plus à tenir ce rythme, je vais en laisser une et garder l'autre et augmenter mon taux à 80. Donc, je décide de me libérer de la société qui était à côté de la maison et je garde donc celle qui me passionne, forcément. Donc là, j'écoute mon cœur. Je pars donc dans cette direction, dans la startup. Et au bout de quelques mois, on déménage parce que forcément, ça devenait extrêmement compliqué de faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Le petit, il était quand même petit, hein, il avait quelques mois, il n'avait même pas un an. Donc, c'était quand même dur pour une maman de partir à 7 heures du matin, pas voir son fils et de rentrer à 18 heures, 18h30. Mais bon, le petit, voilà, il dormait quasiment tout le temps. Et donc, on déménage, je développe cette structure, on développe un produit à l'interne, je fais des levées de fonds, enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et fin 2019, toutes ces levées de fonds que j'avais faites, elles sont arrivées un peu trop tardivement, c'est-à-dire qu'on a eu un essoufflement économique. On n'arrivait plus à payer nos 2 salaires, donc le mien et celui de ma collègue. Donc là, gentiment, les associés de la société commencent à nous dire, mais écoutez, on ne va pas y arriver, s'il n'y a pas un miracle qui se produit, ça va être très, très compliqué. Et sur quoi, moi, je comprenais, hein, je voyais les chiffres qui dégringolaient, c'était vraiment très compliqué. C'est une très jolie expérience, mais ça n'a pas été si simple. Et donc, au mois d'octobre 2019, on commence à nous annoncer que gentiment, si à Noël, il n'y a rien qui a bougé, on va devoir se séparer de nous. Et nous, on a tout fait, on s'est battu, on a vraiment tout fait pour que l'entreprise survive, on va dire. Et malgré tous nos efforts, voilà, il y a eu vraiment, il n'y avait plus d'argent. Donc, quand il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On licencie. Mais ce qui s'est passé, en fait, dans ce licenciement, c'est que moi, j'étais vraiment le bras droit donc, cette société, il y avait deux associés qui avaient d'autres sociétés ensemble. Et moi, je m'entendais extrêmement bien avec l'un d'entre eux. Et il y a eu une dégringolade de la communication entre nous deux. C'est-à-dire que je savais qu'il avait du mal à gérer cette situation parce qu'il ne voulait vraiment pas nous licencier. C'est un père de famille de 5 enfants, donc vraiment une valeur une très forte de famille. Et puis on était vraiment une petite famille, c'était une petite structure. Et il a commencé petit à petit à m'esquiver, à plus me regarder, voilà, à me tourner un peu le dos, à plus me faire la bise et gentiment à plus me parler. Puis gentiment, je me suis retrouvée avec des portes qui se fermaient devant moi alors que je devais assister à la réunion. Enfin, il y a eu vraiment une dégringolade sur plusieurs mois, hein, d'octobre à décembre. Et moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je leur avais dit pourtant que moi, j'étais OK avec cette décision, qu'il aurait dû le faire plus tôt, voilà, je voulais vraiment terminer ce travail de manière belle avec mes chefs parce que voilà, je n'ai jamais quitté une entreprise mal, on va dire. Et, en fait, ça dégringolait, jusqu'à arriver à 2 jours avant mon dernier jour de travail. Donc, je finissais aux alentours du 15 février, puisque j'avais encore 2 semaines de vacances derrière. Et puis, 2 jours avant, il entre dans mon bureau, il me demande mon ordinateur, mes clés, mon téléphone, et il me demande de me casser de là. Il était 9 h du matin, ça faisait à peine 1 heure que j'étais arrivée. Donc, très violent, très, très violent. Et là, moi, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. J'adore parler, j'adore communiquer. Là, il y avait une coupure de communication. C'était absolument faramineux. En pleurs, forcément, puisque je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et là, je décide de partir. Enfin, je décide, non, gentiment. Enfin, on m'a, même pas gentiment, on m'a demandé de quitter de manière très brusque et violemment de partir. Je vais dire au revoir au reste de l'équipe et je pars.
Et pendant plusieurs semaines, bah, ça me tourmente, ça me hante. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Euh, Malgré tout, donc mon contrat de travail se finissait le 28 février. Au 1er mars, j'ai un nouveau job. Donc voilà, encore une fois, je rebondis assez vite. Je commence un nouveau job et puis là, le Covid est arrivé. Donc là, vous connaissez tout ce qui s'est passé, hein. Mars 2020, le Covid arrive. Bon, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Puis dans ma tête, ça continue à me tourmenter. Donc je décide de me faire accompagner par une coach parce qu'il y a quand même une perte de confiance en soi. À un moment donné, j'ai beau être forte, j'ai beau savoir me retourner sur mes pattes, retrouver du boulot facilement parce que j'ai un bon CV, parce que alors en Suisse, on travaille avec des certificats de travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu quittes une entreprise, ton ancien chef te fait un papier où il dit ce que tu as fait dans l'entreprise et il donne ses appréciations pour le suivant, on va dire. Donc, c'est vraiment un système de recommandation, plus, plus, plus. Et moi, tous mes certificats de travail étaient vraiment absolument excellents. Donc, on ne pouvait pas dire qu'on m'avait licencié pour faute de travail. Il n'y avait pas ça. C'était pas ça la raison. Et, euh, et donc, je ne sais plus où j'en étais. Je me suis perdue dans mes pensées. Aide-moi, Marie-Christine. Alors, tu disais que tu as eu des recommandations, que ton travail avait toujours été exemplaire, et Ouais. que là, tu partais, tu avais à nouveau un nouveau travail. Ouais, Euh, à partir t'as fini le 28 février, tu reprends à partir du 1er mars. Et là, ouais. sur ce nouveau travail, ben, on attend un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur ce nouveau boulot. J'ai l'impression que c'est là que ça commence à se jouer. Voilà. En fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que je me suis perdue parce que tu vois, le mental, il est un petit peu coquin. Il a encore un peu de mal à revenir sur ces événements parce que c'est quand même très, très violent. Ce qui se passe et ce qui se joue en moi, c'est que j'ai quand même cette perte de confiance je vois vraiment pointer son bout du nez parce que je me reconnais plus trop, je commence à plus bien dormir, je fais des cauchemars, je fais beaucoup de cauchemars par rapport à ce licenciement, ce dernier licenciement, savoir que vraiment, c'était d'une violence extrême. Et puis surtout, je ne comprenais pas pourquoi, parce que même mon certificat de travail était bon, donc à un moment donné, on ne sait pas ce qui Oui, s'est puis passé. l'idée que tu t'es Pourquoi? fait coacher aussi, on m'écrit. Ouais. Ouais, et donc je décide de me faire coacher et puis petit à petit donc plusieurs mois, hein, c'est un accompagnement un coaching de vie, de sens. Et là, petit à petit, il y a tout ça qui s'éclaircit en moi. Elle me permet de retrouver de la clarté. Je retrouve la joie de vivre. Enfin, vraiment plein de choses que j'avais perdues parce que les derniers mois avaient été très difficiles. Et je découvre ce métier passionnant en fait. Et là, je me dis c'est ça que je veux faire, quoi. Donc, je décide d'entamer une formation de coaching euh, avec le même formateur que ma coach parce que je trouvais ça tellement bien ce qu'elle faisait que je me lance là-dedans. Et, euh, et donc, je faisais ça sur mes vacances pour pas que mon nouveau chef le sache parce que forcément, j'avais pas envie qu'il le sache. Voilà, je voulais vraiment faire ça de manière discrète. Puis ça, c'était des formations en présentiel pendant la semaine. Donc, je pouvais vraiment pas camoufler ça. Donc, je prenais mes vacances pour me former. Et, euh, et l'été arrive. Et pendant l'été, bah, voilà, je fais un déménagement. euh, et puis, je commence à avoir, voilà, je commence à avoir un sein qui, qui a pas des douleurs, mais qui commence à grossir. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Tout le monde se dit, bon, bah, voilà, hein, les femmes, des fois, quand on a nos règles, on a des trucs qui se passent physiologiques. Et puis, bon, je m'inquiète pas plus que ça. On avait le déménagement qui arrivait, etc. Puis, une amie à moi qui m'avait vu avant le déménagement, que je revois après le déménagement, elle me dit, puis alors, ton sein, ça va mieux? Je dis, bah non, écoute, ça va pas désenfler, je sais pas, j'ai pas mal. Puis là, elle me supplie d'aller voir un médecin parce qu'elle trouve pas ça normal. Et donc, je commence à aller, le lendemain, je prends rendez-vous chez mon gynéco et là, on commence à faire des analyses et des échos et des machins bidules. Et donc ça, c'était le 23 juillet. Et puis, au bout de 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, là, le verdict, il tombe après avoir fait
je ne sais combien d'analyses, on me mettait sous paracétamol, ça ne marchait pas, on me mettait sous antibio, il n'y avait rien qui se passait. Donc moi, j'ai tout fait. Hein. Donc vraiment, avant que... Parce qu'à chaque fois qu'on me faisait une écho, il n'y avait rien. À chaque fois qu'on me faisait les prises de sang, il n'y avait rien. Jusqu'au jour où c'est le radio, le docteur qui fait les radios, qui me dit, est-ce que vous permettez que je fasse une biopsie? Moi, je dis, bah allez-y, ouais, s'il n'y a que ça à faire. Lui, il ne voyait rien. Et là, il ponctionne au hasard, vraiment. Puis les analyses arrivent. Et là, c'est du cancer. Voilà. Donc, le 6 août 2020, on m'annonce gentiment que j'ai un cancer en stade 3 plus. Euh, et là, il y a tout qui s'engramme, il y a tout qui s'enclenche très rapidement. C'est-à-dire que, en fait, à l'annonce, j'étais seule, puisque c'était le mois d'août. Mon mari était parti en vacances avec mon fils. Moi, je n'avais pas de vacances, parce que j'avais pris toutes mes vacances pour me former. Donc, j'étais seule, je travaillais. Tous mes amis en vacances, puisque le mois d'août, il y a beaucoup de personnes qui sont loin. Donc, je me retrouve face à l'annonce de ce cancer, toute seule. Et là, il me restait une amie qui était en Suisse, hein, quand même. Là, justement, je me tourne vers elle, je vais chez elle, et là, c'est un monde qui s'effondre. Tu vois défiler un peu toute ta vie devant toi, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. On t'annonce ça de manière très... voilà, hein, il n'y a pas quatre façons de l'annoncer. Et c'est à ce moment-là que ma vie commence à changer, j'ai envie de dire, parce que le week-end qui a suivi, donc j'ai demandé à mon ami de me descendre dans le sud où il y avait ma famille, mon mari, voilà, j'avais besoin juste d'être près de ma famille. Et ce week-end-là, en fait, en étant auprès de mon fils, j'ai fait un choix. Et j'ai fait un choix, pas un choix mental, mais un choix qui venait du fond de mes tripes, en fait, le choix de vivre, en fait. Et c'est là que tout a basculé pour moi. Parce que, alors, c'est vrai que le cancer du sein est un des cancers qui guérit le mieux. Euh, J'avais un cancer du sein, mais j'avais pas le cancer du sein lambda. J'avais un cancer du sein rare qui est inflammatoire et qui se propage partout dans le corps de manière très rapide. Donc, c'était très risqué, en fait, pour moi de l'état dans lequel j'étais, en fait. Et, euh, et de manière complètement inconsciente, finalement, j'ai pris cette décision sur ce mental en disant, OK, je veux pas y croire, je ne vais pas y croire, moi je crois et je décide de croire en la vie. Et c'est là qu'a commencé mon long parcours de résilience sur cette maladie qui est assez grave et que j'ai affronté avec le sourire et la banane parce que, en fait, j'ai commencé à voir les choses différemment très rapidement. J'ai quand même enchaîné 6 mois de chimio, une mastectomie, 5 semaines de radiothérapie. J'ai fait cette année, en mars, la reconstruction, puis il n'y a pas plus tard que 2 semaines en arrière, j'ai refait une opération qui revient avec ce cancer. Et en fait, ça a été tout un cheminement. Et quand j'ai dit au tout début que je me suis aidée du coaching comme thérapie, c'est parce que euh, autant quand on t'annonce ça, ça peut être, y a deux versants. Hein. Tu peux le prendre du côté où il y a tout le monde qui s'effondre, je me morfonds sur moi-même, je vais mourir, et puis là, tu pars vraiment dans les pensées négatives. Ou alors, tu prends l'autre versant et tu choisis de vivre, et tu choisis de voir les choses positives, les belles choses de la vie. Et moi, le coaching, ça m'a aidé pour ça, en fait, parce que du coup, j'ai pu me focaliser sur autre chose, sur des choses qui m'aidaient moi et qui aidaient les autres. Et parce qu'entre-temps, je m'étais formée, hein, donc voilà. Et ça a été magique, en fait. Ça a été magique parce que j'ai pu traverser cette épreuve euh, de manière légère, en fait, j'ai envie de dire. Alors oui, il y a eu des moments difficiles, bien entendu. Mais si tu me posais la question maintenant, quels ont été les pires moments, j'aurais du mal à faire une liste, en fait, parce que même dans les moments difficiles, il y avait toujours un truc qui était positif, il y avait toujours un sourire, un message, un mot, un appel de mes proches ou de personnes qui étaient un peu moins proches. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai décidé de garder, en fait. Voilà. Et pour la faire courte, enfin pour finir, on va dire, du coup, j'ai été en rémission en mai de l'année dernière. Et voilà, donc niveau santé, tout va bien. Je suis en rémission. Et au niveau professionnel, voilà, j'ai continué à me former.
dans le coaching, dans la PNL, dans l'énergétique, dans le quantique. Et j'ai trouvé ma place. Et là, je reboucle avec ce que j'ai dit auparavant, quand je disais, j'ai toujours eu un peu de mal avec cette identité de qui suis-je. Et en fait, c'est au travers de cette maladie que j'ai retrouvé mon identité. Voilà. Donc, au fait, si j'observe bien ton expérience de vie, un peu plus en hauteur finalement, euh, on va dire une globe-trotteuse malgré elle, qui se rend compte que finalement, l'important, c'est pas forcément le lieu, mais qu'on est des acteurs du monde. Et tu rentres donc en tant qu'actrice dans la vie et tu rentres dans ce côté businesswoman à travailler, 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 beaucoup travailler. J'ai l'impression que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans ta vie. Ouais. Et puis à un moment donné, un grand arrêt, un grand stop, quelque chose qui te dit à l'intérieur, maintenant ça suffit, il est temps que tu te connectes à la vie. Parce que oui, c'est vrai que quand on travaille, on oublie de vivre. Et je dis bien, on oublie, c'est pas forcément conscient, c'est vraiment inconscient. Complètement. Parce que on est dans le mouvement de toujours aller chercher quelque chose, on ne sait pas quoi, mais en fait, ce quelque chose finit toujours par se stopper à un moment donné net, clac. Donc, soit c'est la maladie, ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose souvent qu'à un moment qui va nous dire, oh, oh, Coco, n'oublie pas pourquoi tu es là. Ouais. Puis si tu connais un peu l'human design, moi je suis une MG et en fait, moi j'adore Non, je connais pas du tout. Alors, bah, c'est un outil de connaissance de soi que je connais pas plus que... Enfin, je connais un tout petit peu, mais je ne suis pas formée là-dedans encore. Mais en fait, la caractéristique des manifesteurs générateurs, c'est que on a cette force de passage à l'action, tu vois, du faire, en fait. Et c'est autant une force qu'une vigilance à avoir, parce que on peut être dans ce faire quand on aime quelque chose, et on ne se rend pas compte qu'on arrive à un épuisement, en fait. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et cette Oui, parce qu'on parenthèse, est trop elle m'a tourné vers servi. l'extérieur et donc on oublie de revenir à soi et il suffit pas grand-chose, hein. Ouais. Il suffit d'un vrai moment de présence avec soi-même et on peut être Ouais. complètement tourné vers les autres. Mais c'est juste que ce petit moment avec soi-même, eh bien, au fur et à mesure du temps, il est grappillé, 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 jusqu'au jour où on l'oublie complètement. Et c'est là Ouais. que le coup près tombe souvent. Et je sais parce que moi, je suis un petit peu dans le même état d'esprit que toi. C'est pour ça que c'était intéressant de voir ton histoire. Moi, j'ai vécu un pré-burnout. Je t'appelle un pré-burnout parce que je me suis pas retrouvée enfermée au fond de mon lit, machin, Ouais. d'une négativité sans nom. Et c'est Alors, pareil, hein, je me moi, suis j'étais retrouvée dans une là-dedans hein, avant le situation. cancer. Hein. Ouais, voilà. Et c'est simplement que j'ai lâché. J'ai complètement tout lâché. Et j'étais entourée de coachs. Alors forcément, ça a aidé. Mais comme quoi, est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Qu'est-ce que ça t'a permis finalement le coaching par rapport à une thérapie lambda? Je ne sais pas si tu as déjà fait de la thérapie Bah, normale, donc j'appelle la psychothérapie ou un ouais. psychologue. Alors, Qu'est-ce que ça t'a permis de plus en fait, le alors, coaching? j'avais jamais expérimenté la psychothérapie puisque ça ne m'appelait pas, en fait, tout simplement. C'est pas une chose qui m'appelait de vivre, en fait. Et pendant le cancer, Donc tu as ressenti qu'il fallait que tu ailles le coaching finalement. Le coaching, ça te parlait plus. ouais, ouais, ça me parlait plus le coaching. Et puis pendant le cancer, quand même, on m'a forcément tournée vers une psychiatre. Donc, pour le côté aussi médicaments et pouvoir prendre des antidépresseurs. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Hein, pendant 6 mois, j'ai eu des antidépresseurs quand même. Mais après la chimio, après la mastectomie, c'était même après la radiothérapie. En fait, moi, tu vois à quel point j'étais tellement dans mon truc pendant les événements que ce qui m'a fait peur, c'est après la radiothérapie, qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois. Donc, moi, je suis complètement en décalage par rapport à ça. Le pendant la difficulté, c'était facile, j'avais pas besoin. Et ce qui me faisait peur, c'est après, il se passe quoi, tu vois. Donc j'ai expérimenté la psychiatre après la radiothérapie et on se tapait des discussions quoi parce que comme j'étais déjà coach et j'avais déjà un raisonnement qui était assez poussé, en fait j'avais l'impression de boire le thé avec une copine. Donc c'était
C'était assez rigolo. Et puis ma mère, elle me dit, non, mais vous voulez vraiment qu'on prenne rendez-vous? Bah, je sais pas, il faut. Bah, pour ma part, non, mais si vous avez envie, je dis, bon, allez, on se prend un petit rendez-vous dans 3 semaines, histoire de. Mais en fait, c'est comme ça, hein, c'est vraiment comme ça. Non, pourquoi le coaching? Bah, j'imagine que ce qui me plaît dans le coaching, c'est ce côté orienté futur, tu vois. T'es pas en train de te morfondre dans le passé, dans ce qui s'est passé dans ta vie. C'est OK, tu fais un état des lieux aujourd'hui. C'est vraiment c'est comme si tu cartographiais ta vie là, à l'instant présent. Et puis à partir de là, tu décides quoi faire de ça, de tout ce que tu as là, maintenant, tout de suite. Tu as ça, vers où tu vas aller. Et c'est ce côté-là qui me plaît en fait. C'est pas le côté de se dire ok, tu viens d'où, t'as fait quoi jusqu'à maintenant. Non, t'en es où aujourd'hui et vers où tu vas aller. Puis moi, je t'accompagne et on y va. Tu vois. C'était ça qui me plaisait en coaching et c'est ça qui m'a plu aussi, bah, surtout pendant la maladie en fait, parce que moi, j'avais pas besoin. Il y a une psychologue qui avait essayé de venir me voir quand j'étais en chimio, je me souviendrai toute ma vie. J'étais en train de, donc j'étais perfusée, les chimios, ça durait 3-4 heures. Puis un jour, il y a une dame qui vient, puis en plus, tu vois, les masques et tout, c'était vraiment chiant. Chimio sans personne, hein, parce que forcément Covid, donc ça aussi, c'était sympa à vivre. Sympa, sympa. Ouais. Ouais. Et puis elle arrive, et puis tu sais, elle arrive avec une voix toute douce, toute empathique. Bonjour Madame Fourcade. Et puis là, mais moi je lisais la mort dans ses yeux. Quoi. J'étais, mais c'est quoi ce truc? J'avais pas envie, tu sais, j'avais pas envie qu'on m'associe à une personne malade. Tout le long de la maladie, j'avais un pote qui est radio-oncologue à Genève. Je lui disais, mais Mathieu, je comprends pas. Ben, on me dit que je suis malade, mais moi je me sens pas malade. Puis il me disait, mais c'est génial, continue comme ça. Tu vois, le Oui, cerveau, carrément. C'est le le meilleur cerveau, état d'esprit qu'il puisse y avoir. Si mais ouais, le cerveau ne se sent pas malade, eh ben, c'est ça, il va pas développer la maladie en fait. Donc c'est ça. c'est C'est super exactement important. ça. Mais oui. Et en fait, moi, à chaque fois, quand je l'ai vu venir, cette dame, j'étais, ah, mais non, moi, ça, non, 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 ça me parlait pas. J'étais, ah, non, non, je voulais pas qu'on me traite avec, tu sais, cette empathie, mais presque, tu vois, il y avait, en chimio, il y a de plus en plus de jeunes, mais quand même, j'étais dans un hôpital où, bah, autour de moi, il y a quand même beaucoup de personnes âgées, il faut le dire. Et en fait, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça et c'est tout à fait normal. En tout cas, en ce qui me concerne, j'avais pas besoin de quelqu'un qui vienne m'écouter pleurer ou c'était pas ça. Donc j'avais besoin vraiment qu'on me foute un coup de pied au cul en fait. Donc c'était vraiment tout l'inverse. Moi Ah, coup de pied au cul, tiens ça. Ah, Hein. Attention, hein. On y prend goût. Hein. ouais. Non, mais tu vois, à plusieurs reprises, mon mari, il m'a bougé, ouais. Il m'a bougé parce qu'il me connaît. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et puis, il me disait, mais oh, t'arrêtes là de te tourmenter. C'est bon. Oui, ça m'est arrivé quand même. Hein. En 9 mois de chimio, d'opération. Donc, ouais, enfin, j'ai vécu aussi une embolie pulmonaire. Donc, ouais, j'ai vécu plein de choses en peu de temps. Hein, et en fait, oui, il y a des moments où tu as quand même des mous. Hein. Je suis humaine, je reste à 100% humaine et mon mindset, il n'est pas tout le temps au taquet, il faut le dire aussi. Et c'est ça qui est intéressant, ce que cette maladie, elle m'a appris, c'est que je pouvais être les deux en même temps. C'est-à-dire que je pouvais être une femme forte, mais pas juste dans le mental, c'est-à-dire que je l'incarnais vraiment. J'étais forte dans mon mental, j'étais forte dans mes choix de décision, dans mes décisions, parce qu'il a fallu que je prenne plusieurs décisions difficiles à prendre. Et en même temps, j'étais une femme vulnérable. Et je suis, en fait, toujours cette femme forte et cette femme vulnérable. Et j'ai les deux côtés en moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas avant. Tu vois, à montrer ce côté un peu plus vulnérable, un peu plus bah voilà, sensible, ou voilà, qui est touché par les autres. Tu vois, cette exposition de bah, je peux me mettre à pleurer devant maintenant les gens qui sont devant moi et puis c'est OK, tu vois. J'ai plus peur de me cacher en fait. Alors qu'avant, j'aurais plus eu tendance à ne pas le montrer, à m'en cacher, à ne pas l'accepter d'être cette femme qui peut avoir des vulnérabilités. Alors qu'aujourd'hui, je l'accepte entièrement et c'est OK. Et, euh, et je tiens à le préciser aussi parce que il faut pas jouer aux femmes fortes ou aux hommes forts sans accepter ces parts d'ombre en fait. Voilà. La part d'ombre ou simplement cette partie terrestre
de Ouais. notre être. Moi, j'ai toujours la part d'ombre, en fait, dans certains courants, c'est la terre. C'est la Mm. relation à la terre. C'est la relation aux racines qui sont dans la terre, qui sont dans l'ombre, dans le noir. Et en fait, elles sont essentielles pour permettre à l'arbre de devenir ce qu'il doit être, grand, et permettre plus l'arbre va en profondeur et plus il va donner de fruits. Donc en fait, c'est vraiment cette idée que bien en fait, nous sommes à la fois des racines qui vont nous ressourcer dans cette terre en soi, qui est cette part d'ombre en fait, qui va être la connaissance, le savoir, l'expérience finalement de cette vie, et pour en fait donner derrière plein de fruits sur cette diffusion de tout ce qu'on aura appris et transmettre tout ça. Et je trouve ça toujours très riche. Donc oui, nous sommes et l'ombre et la lumière, et c'est dans ces deux-là, et bien qu'on y trouve l'équilibre et la vie. Ouais, tout simplement. Alors là, je vois des petits commentaires de Patricia, par exemple, le faire est stoppé pour laisser place à l'être. Oui, 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 mais cette phase de faire, elle est essentielle pour revenir à l'être, justement, Ouais. parce que c'est justement en faisant qu'on expérimente et ensuite on revient et on comprend l'être. Alors que si on n'a jamais rien fait de sa vie, c'est très difficile de comprendre l'être. Je pense que plus on va loin, au contraire, dans le faire, plus on va loin dans l'être et dans sa compréhension. Les épreuves permettent de stopper le tourbillon du mal et nous met devant une renaissance. Euh, alors, je ne sais pas si le mal existe. Hein. Pour moi, Moi, je c'est parle pas un de peu mal, comme mais la bien. terre. La terre et la terre, le mal, on l'associe souvent ce qui est en dessous de la terre, ce qu'on ne voit pas, ce qui est subtil, ce qui fait peur. Mais ça fait partie, en fait. Et pour naître, dans tous les cas, il faut que les racines s'enfoncent. On ne peut pas faire autrement. Hein. Si nous sommes une graine, eh ben, il faut que des racines. Oui, le ciel et la terre sont avec nous. Oui, ça fait partie intégrante de la vie, en fait. Est-ce qu'Hélène a expérimenté la marche sur Compostelle ou ailleurs, ou juste la marche? Jean-Michel. J'ai pas compris, j'ai pas entendu en fait. Parce qu'en fait, nous organisons nous, des marches sur Compostelle ou des marches Ah, que ouais. j'appelle la marche de pleine présence, qui est extrêmement puissante pour reconnecter à l'être. Mais là, du coup, Jean-Michel, comme il vient juste de faire une marche sur Compostelle avec Vanessa et mon équipe, avec Germain, et il demandait, est-ce que tu as déjà expérimenté de marcher ou la marche en général? Est-ce que tu utilises cette manière de vivre Alors, avec toi, pas. J'ai pas encore fait. Mais oui, je suis entourée de nature. En plus, j'habite à la campagne. Et, ouais, et depuis, je me suis pris un petit chien justement pour aller marcher. Ah, super. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux hein, pour marcher. Hein. En Bah ouais, général, t'as pas le du choix. coup, t'as pas le choix. Donc au moins comme ça. Mais Quand ça il y a fait un beaucoup truc. de bien. Ouais, Ça ça fait fait du beaucoup de bien. bien. Souvent, on me dit ça, ouais. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un très bon moyen, ouais. Si on profite vraiment de ce moment avec le chien et pas sur son téléphone, parce qu'après, ça peut être aussi la marche Ouais. téléphonique. Non, non, alors je marche souvent avec mes voisines aussi. J'ai créé un petit groupe de marche entre copines où justement c'est notre moment détente à nous. Où on va aux champignons, on ramène voilà, des noix, on ramène toujours un petit truc là. Le jour on est revenu avec des patates. Ah bon? Non. Si. Bah, il y avait un champ de patates qui avait été labouré, puis tu sais, il restait des moches. Ouais, il reste souvent Ouais. des pommes de terre ouais, dans les Bah, champs. on en a pris quoi. Bah, Nos alors. maris ils se sont dit mais qu'est-ce que vous ramenez encore? Vous êtes allé voler dans un champ des pommes de terre. C'est Alors non, nous excellent. n'avons pas pris, on n'a pas volé. Il y en avait une grosse sur la route, en plein milieu de la route. On s'est juste baissé, on l'a ramassé. Puis à côté, il y en avait quelques-unes, on a pris. Et puis voilà, c'est assez drôle. Bah, j'aurais fait pareil, hein, je te rassure. Bah, Plus les châtaignes et noix, je les ramasse aussi. ouais. Comme toi. Bon, mais écoute, Hélène, je sais que tu as un rendez-vous à 14h, donc je ne vais pas te garder plus longtemps. Mais simplement, voilà, simplement pour dire que voilà, peu importe le chemin que vous preniez, faire, c'est important. Ça permet de trouver son être derrière. Tout Ouais. est juste, tout est parfait dans Ouais. l'expérience. Et donc, laissez-vous prendre par le chemin.
par tout ce qui va se passer, mais n'oubliez pas de vivre. Et à un moment donné, même si vous oubliez de vivre, la vie vous remettra sur le chemin de toute façon. Et voilà. Donc, juste respirez et faites un pas devant l'autre. Il n'y a pas J'ai plus quand à même faire. une dernière anecdote par rapport à ce que tu viens de dire, parce que tu vois, moi, quand je disais que j'adore travailler, c'est que quand même en début d'année, là, j'étais tellement dans le faire encore une fois, et pourtant je croyais avoir compris la leçon, hein, mais j'étais tellement dans le faire qu'à un moment donné, le 11 janvier de cette année, je me suis cassé la binette dans mes escaliers. J'ai eu mon pied plâtré enfin, j'ai eu la jambe dans Ah le ben au plâtre. moins comme ça, au moins comme ça, c'est sûr. Voilà. Donc, quand tu dis que la vie essaie de te remettre. Ah là 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 là. T'as pas compris qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire quand C'est tu as été ça. dans le faire Ouais. et que la vie te dit maintenant, stop, il faut que tu passes à autre chose, Ouais. si tu continues sur tes anciens schémas, là, ça va être très compliqué. Il va arriver un certain nombre de bricoles. Donc, moi, j'ai toujours pensé à vivre autrement. Ouais. Changez votre Ouais. modèle parce que J'ai la changé vie, entre-temps, c'est hein. souvent des étapes. On appelle ça des plafonds verts. Si vous restez dans ces plafonds, vous allez vous retrouver submergé. Donc, vite, il faut les passer. Et il faut les passer dans cette compréhension, dans cet Ouais. accueil. Et c'est tellement mieux. Et voilà, surtout, passez-les. Quoi. Voilà, Ouais. Mais voilà, c'était on les c'est une anecdote connaît. rigolote, hein, parce que du Ouais. coup, t'as pas encore compris. Allez, tiens, un petit coup de pied dans le plâtre, hein, comme ça, Allez, hop. 5 semaines, t'es à l'arrêt net, hein, tu peux plus rien faire, tu peux plus conduire. Voilà, donc c'était un petit rappel à l'ordre. Alors, je préfère celui-là que celui d'avant, on est d'accord, mais voilà, même les personnes qui sont dans le dev perso, pourtant on connaît, on sait, et surtout quand on a expérimenté, bah, ça peut nous arriver aussi de nous re-égarer un petit coup. Et puis, bah, par contre, Oui. voilà, Moi, on sait en fait, revenir. quand on est dans un comportement et dans une compulsion, qu'on fasse dans le DFR ou autre, ça reste un programme. Et si on ne déprogramme pas, on continue à reproduire. Hein. Ça, c'est... Mais c'est pas un programme simple à enlever parce que c'est vrai Ouais. qu'on s'habitue à être dans le mouvement. Et puis, on aime Ouais. ça, le mouvement. Et ouais. Ça a été reprogrammé entre-temps, je vous rassure. Ce que je te propose, c'est de venir sur le groupe juste après ton Ouais. rendez-vous, te donner Ouais. tes coordonnées. C'est des personnes qui veulent te suivre sur Insta tous les jours. C'est génial ce que tu fais, tes petites interviews et te suivre tout simplement. Et découvrir Hélène Fourcade, donc Hélène sans H et sans E à la fin, et Fourcade sur Instagram. Sinon, je vous propose, elle vous mettra son mail et de la contacter par la suite si vous souhaitez en savoir plus. Sur ce, Hélène, je te remercie mille fois d'avoir fait ce partage. Merci pour tout ce cœur, pour cet amour que tu te donnes aujourd'hui et que tu donnes à tes clients aussi Ouais. et à toutes Merci. les personnes qui t'entourent et au monde aussi. Voilà, merci pour ça et de contribuer à un monde meilleur et à vivre, surtout et à diffuser ce que c'est que la vie. Voilà. Belle journée à toi et à Merci, tous. Marie-Christine. Je vous souhaite une très belle après-midi, un très bel après-midi et le meilleur. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Bisous à tous. Merci à vous tous. Au revoir.